On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commun des mortels, en fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Bienvenue dans cette 4e saison du podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré aux joailliers du rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomée du mauvais goût à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique, et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre de joailliers du rap et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'ils créent, des blazes précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Bea Aka Anjuna, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans le 2e épisode, nous avons plongé dans le dark side du rap game façon bijoux. A contrario, dans le 3e épisode, nous avons écouté Jo Vaudran, qui crée avec bonheur les bijoux des rappeurs français d'aujourd'hui, Dadju, Nino et Kalash. Et pour le 4e épisode, c'est avec Warren que nous avons découvert les grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite. Aujourd'hui, dans le 5e épisode, je vous emmène outre-Atlantique, à Los Angeles précisément, où Ofer Saha, sous le blaze de Big O the Jeweler, nous racontera les pratiques joaillères du hip-hop américain. Bonjour Ofer. Salut, ça va? Ça va très bien. Alors tu t'appelles Ofer Saha et tu as créé la société qui s'appelle Nuo Inc. Tu es à Los Angeles et ton blaze c'est Big O the Jeweler. Donc Big O, ça vient du moment où tu faisais du rap en France ? Pas exactement, mais c'est vrai que j'ai commencé ma carrière en tant que rappeur en France au très très début du rap français. Et donc le monde urbain, le monde du rap et du hip-hop, ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Los Angeles, j'ai commencé donc à jouer au basket et so forth. Du coup, il y a un très grand, il n'est pas grand, mais c'est un meneur de joueurs de basket dans la NBA qui s'appelait Big O. Et ce nom-là, ça m'est resté depuis que les gens commençaient à m'appeler Big O. Et du coup, ça vient bien avec tout le monde de hip-hop et tout ce que je continue. Donc, ça m'est resté. Donc, si je me souviens bien, tu as environ 15 ans quand tu es complètement ébloui par le rêve américain et tu vas aux États-Unis. Correct. Je suis arrivé donc aux États-Unis quand j'avais 23 ans. Mais à peu près dans la quinzaine d'années, j'écoutais que de la musique anglaise. J'étais déjà dans le funk et tout ce qui était, je dirais, pro-black au niveau de la musique. Et ça m'est resté, évidemment. Et du coup, tu t'en vas aux États-Unis, tu commences à travailler avec ton oncle qui est joaillier et tu continues à aimer le rap. Correct. Donc, une fois que j'ai atterri ici, mon oncle avait déjà une grosse boîte de fabrique de bijoux. J'ai commencé donc depuis la petite échelle, de bas de l'échelle, je dirais. Je mesurais à l'époque, c'était en 1994, je mesurais des diamants qui faisaient du 1 mm à peu près, jusqu'à 2,5 mm et j'avais un tas de diamants à mesurer toute la journée. Je mesurais comme un bœuf.
Et ça, c'était bon pour préparer les tailles précises pour une façon qui s'appelle façon invisible au niveau du certi. Mais petit à petit, j'ai grandi dans la boîte et au fur et à mesure que je grandissais, bien sûr, mon monde extérieur de la boîte m'aidait à faire des connaissances, que ce soit en boîte ou par ceux. Mais tu sais, avec le temps, tu commences à connaître plus de gens, plus de personnes, on t'introduit et le network qui m'est agrandi en fait m'a permis de commencer à rencontrer des stars. Je sais que je t'ai raconté, je crois, l'anecdote de ma première star, qui était donc Pharrell, et c'était vraiment un coup de bol, je dirais. Et il était donc en train de filmer une vidéo juste en face de nos bureaux. Et ma secrétaire, qui l'aimait tellement, elle allait le voir. Elle est revenue les mains vides. Elle a fait «Oh, j'ai vu Pharrell, blablabla». Je dis, ah ouais, c'était génial, tu lui as donné ma carte? Il fait, non. Je dis, bah, repars en bas, donnez ma carte. Et donc, elle lui a donné ma carte. Et bon, je m'attendais à rien du tout, en fait, hein. Et du coup, oui, 10-15 minutes après, il m'a appelé, en fait. Et il m'a dit, c'est Hopper? Ouais, je dis, ouais. Bon, bah, écoute, j'ai besoin une croix en or avec une chaîne en or, 22 carats. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faisait que du 22 carats, pas du 14, pas du 10, pas du 18. Et donc, j'avais 2 jours pour essayer de trouver quelque chose pour lui. Ça, c'était ma première expérience, en fait, avec une célébrité du rap. Pharrell t'a amené d'autres rappeurs ou tu les as rencontrés par ailleurs? Non, il m'a pas vraiment amené d'autres rappeurs. C'était juste... et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ce monde où on pouvait être reconnu vite fait juste pour avoir une photo ou quelque chose. Non, c'était plus au niveau du network. Donc, c'était moi aller dans des boîtes VIP. Et petit à petit, j'ai fait des connaissances et eux, ils m'ont emmené. Donc, un de mes amis donc que j'avais rencontré en boîte, c'était le petit frère de Tracy Murray. Tracy Murray, c'était un joueur de la NBA pendant très très longues années. Et son petit frère, donc il était à l'époque, il faisait je sais pas comment on dit ça en France, mais c'est les gens qui aident à rentrer dans la boîte, quoi. C'est dans les boîtes de nuit. Donc ils sont promoteurs de boîtes. Et donc c'était un bon copain à moi. Et du coup, lui, il m'a introduit à un copain à lui. Et ce copain-là, il connaissait le rappeur The Game, qui à l'époque, évidemment, venait juste de sortir, était incroyable, où il allait presque sortir d'ailleurs. J'ai donc à cette époque-là, il fallait que je lui fasse la chaîne de Aftermath, donc de Dr. Dre, le label de Dr. Dre, et j'avais vraiment pas de temps pour le faire parce il a voulu absolument pour un photoshoot pour le Vibe Magazine. Et à l'époque, Vibe Magazine, si t'étais dans la couverture de Vibe, bon bah laisse tomber, t'étais chaud quoi. Et donc évidemment, j'ai réussi à le faire dans des délais incroyable, mais ça c'était mon premier rappeur. Jusqu'à aujourd'hui, on est en contact d'ailleurs. Oui, parce qu'avec The Game, tu lui as fait toute une série de colliers tout au long de sa carrière, finalement. Correct, ouais, parce que donc dans toute sa carrière, il a changé de label, il a changé de logo, il a changé plein de trucs. Donc oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de ses bijoux et pas mal de ses logos à chaque fois qu'il transformait, quoi. Je lui ai même fait sa première bague de fiançailles. Et dans ses colliers. Donc le premier, c'est le label. Et le deuxième, il était comment? Le deuxième, le premier, c'était Aftermath. Le deuxième, c'était Black Wall Street. Black Wall Street, c'était à l'époque un logo de toute une compagnie qui faisait de la merch. Donc c'était des t-shirts et tout ça. Et Black Wall Street, il y a une histoire derrière au niveau d'où ça vient et pourquoi il s'appelait les Black Wall Street. C'était très intéressant d'ailleurs. Mais donc j'avais fait ce logo-là évidemment en plusieurs formes, hein. Il y avait un qui était fait en or blanc avec des diamants et des rubis. Après, il a voulu détruire ça, le faire avec d'autres choses. Et après, il a transformé d'un cercle, donc c'était vraiment un cercle. Il a fait ça avec un grand B et puis des petites écritures en dessous. Donc ça a été transformé plusieurs fois. Après celui-là, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a fait le Winner Circle Chain. Oui, on en a fait pas mal quand même. Et c'est lequel, celui qui l'a lancé dans le public? Ah, ça, c'est le Aftermath. Alors, juste pour que tu saches, à l'époque, quand je l'ai fabriqué, mon coût de fabrique, donc imagine un coût de fabrique, si c'était dans une boutique, c'est au moins le double. Le coût de fabrique à l'époque était au moins de $45 000.
et quelques années après, c'est vrai dans un concert, il a jeté ça dans le public. Et il l'a jeté parce qu'il l'aimait plus, parce que tu lui en avais fait un autre? Non, il l'a jeté dans le public de la même manière que les chanteurs ou les rappeurs. Ils jettent un t-shirt ou un chapeau ou une serviette, de la même manière. Et alors son Christ, ça arrivait quand? Ça, c'était après. C'était juste une pièce qu'il voulait. Il voulait un Black Jésus qui porte le Jésus normal qu'on connaît, quoi. Donc, et si on regarde bien sur le Black Jésus que j'avais fabriqué, le nez est donc un peu plus large. Et franchement, une fois que ça a été fini, en fait, le Black Jésus que j'avais fait ressemble un peu plus à lui qu'autre chose. Et le Black Jésus porte un petit Jésus comme une chaîne, comme. Donc si je me souviens bien, ça faisait 10 cm de large déjà. Ouais, c'était aussi grand qu'un CD, quoi. Donc c'est 5 inches, je sais pas comment c'est en centimètres, mais ouais, 10 de large et un peu plus de haut, correct. Pour le plus grand du Christ. Ouais. Et donc si tu rajoutes le petit, en totalité, ça lui prenait tout le torse. Ouais, il est grand lui en plus, hein, mais c'était vraiment, ça couvrait le torse. Et ça pesait combien tout ça alors? Aïe, beaucoup, hein. Un peu plus d'1 kilo, je crois. Oui, un peu plus d'1 kilo. Quand même. Bon, faut des muscles dans le cou, c'est tout, hein. Et dans les colliers de rappeurs comme ça que tu as fait, quels sont celui qui est le plus rigolo, j'allais dire? Plus rigolo. Je dirais pas tellement rigolo, mais le plus récent que j'ai fabriqué, qui fait partie de l'environnement du jeu, c'était la mini Game Boy. J'ai fait 2 pendentifs qui ressemblent donc à un Game Boy, un en jaune, un en gris, donc blanc, diamant jaune. Et ça, c'était pour un rappeur qui s'appelle Super Duper Kyle. Et jusqu'à aujourd'hui, il les porte tout le temps. Donc là, c'est pareil, c'est comme une vraie Game Boy au niveau de la dimension. Ouais, c'est pareil. Exactement. Si vous regardez bien, j'ai mis des boutons. Et d'ailleurs, les boutons, ils sont enfin, rien ne se passe, mais quand on appuie dessus, il y a un ressort. Donc, on peut appuyer dessus pour jouer avec si on veut, mais évidemment, le jeu ne fonctionne pas. Parce que la pièce était en or et diamant et pierre de couleur. Et il y avait combien de diamants là-dessus? Comme ça, de tête, je ne me rappelle plus, mais il y a au moins presque 2000 pierres déposées. Et il y avait aussi un collier où le rappeur s'était représenté assis sur sa voiture. Ah oui, alors ça, non, ça c'est différent. C'est un rappeur qui voulait que je le fasse ça, mais en fait, la personne sur la voiture, c'était un des plus grands dealers de drogue sur New York. Ah, d'accord. Donc c'était pas son image, c'était l'image du dealer de drogue. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que la plupart des rappeurs en Amérique, enfin une grande partie, ils ont tous commencé dans les banlieues merdiques, je dirais, avec dealing de la coke, de la bœuf. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire de l'argent pour pouvoir s'aider eux-mêmes, quoi, en fait, à grandir leur musique et tout ça, quoi. Parce qu'en fait, il faut de l'argent quand même pour grandir dans la musique. On peut pas juste venir, je suis un rappeur et tout. Ben, aujourd'hui, c'est différent, bien sûr. Aujourd'hui, avec l'Internet, et TikTok et tout ça, on peut juste lancer une chanson et si ça attrape, boum, tout le monde est dessus. Mais à l'époque, il fallait qu'ils se subventionnent avec des fonds et les fonds venaient donc du monde de la drogue. Et quel est le bijou pour un rappeur qui était le plus extraordinaire, j'allais dire techniquement? Bah, tu sais, c'est un peu... une fois que tu commences à faire des bijoux, c'est plus un problème, mais techniquement, c'est pas qu'ils sont plus difficiles ou pas, parce que c'est plutôt ce qu'il faut faire ou ce qu'ils veulent. Mais le dealer de drogue sur la voiture, c'était, je dirais, un peu plus compliqué qu'autre chose parce qu'il y avait donc la vitre de la voiture à mettre derrière. Et c'est des détails qui sont un peu plus compliqués à faire. Mais au niveau de compliqué vraiment à fabriquer, je pense pas qu'il y a vraiment trop de difficultés une fois que tu sais ce que tu fais, en fait. Je veux dire, on te demande pas des trucs qui s'ouvrent, qui cachent d'autres trucs, qui est de la mobilité. Donc, si on parle de ça, oui. J'ai un gars qui m'a fait faire une bague. Et la bague, c'est en fait, il s'appelle Doe Burger. Lui, il n'est pas rappeur, mais il est autour d'une très grande boîte de rappeurs qui contient d'ailleurs l'un des rappeurs très très connus qui s'appelle, une chanteuse, SZA. SZA, c'est S-Z-A. Et un autre rappeur. Lui, il m'a fait faire donc une bague.
et c'était un hamburger. Au lieu de la viande, ce sont des liasses d'argent. Maintenant, le corps de la bague a été fait pour mimiquer une Rolex 3 couleurs d'or. Il y a une montre Rolex qui s'appelle le Tridor, et sur le Tridor, il y a 3 couleurs d'or. Il y a rose, jaune et blanc. Et donc, chaque lien de la bague, en fait, c'est plusieurs modèles et plusieurs couleurs d'or. Donc, or jaune, or rose, or blanc. Et donc ça, techniquement, ça a été très très difficile parce que pour la taille et pour les différents matériels qui ont été utilisés. Donc c'était diamant, c'était de l'or, il y a de l'énamel. Donc la salade, c'était des petits morceaux d'or avec de l'énamel verte. Il y a du rouge. Très très compliqué à faire en fait pour la taille que c'est. Et d'autres pièces que j'ai fait avant, oui, il y avait une autre pièce que j'avais fait. C'était pas une personne connue, mais il voulait un squelette dans un coffre. Donc, c'était un squelette dans un coffre en tant que pendentif avec des diamants et tout. Vous avez fait ça. Et celui que tu as trouvé le plus marrant en graphisme, par exemple, ou le plus gros, c'était quoi? Ah, oui, j'en ai un. J'ai fait pour un rappeur qui était à l'époque, il bossait avec Game un petit peu. Il s'appelle Juice McCain. Juice McCain m'a demandé à faire une plaque d'immatriculation. Et c'était un truc gigantesque. À l'époque, les bijoux se portaient très très bas, donc une très longue chaîne. Il avait fallu que je mette deux chaînes, je crois, 2 très grosses chaînes attachées ensemble pour aller jusqu'à porter cette espèce de chose. Et une plaque d'immatriculation, on parle de quelle taille? C'est grand, hein. C'est presque la taille normale d'une plaque d'immatriculation en fait, avec son nom Juice McCain et les dates et tout. C'était très 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 énorme. Tu disais justement que la différence, c'était les délais de fabrication. On te demandait des délais de folie. Correct. Ici, les délais de fabrication sont très très fous. Et en général, personne ne dit non. Enfin, moi, j'ai pas réussi à dire non jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai pu faire c'est une des pièces que j'avais fabriquées, c'était en 4 jours. Et c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est parce qu'ils sont comme ça, quoi. Ils ont une vidéo à faire, ils te disent ça dernière minute. Et donc, du coup, tu travailles très très vite pour faire tout ça. La qualité des bijoux est bonne tant que tu prends pas un microscope et tu regardes. Je sais que les normes françaises ou européennes, elles sont plus élevées, mais pour ce qu'on fait ici et dans la rapidité qu'on le fait, c'est super joli, quoi. Oui, ce que tu veux dire, c'est que tu vas pas chercher un certi 1000 grains, etc. Non, il faut quand même du costaud, du solide, pour que ça aille vite aussi. Voilà, exactement. Donc, sur ces grandes pièces comme ça, le plus important, c'est de faire juste que tous les grains soient bien gonflés, bien grands. Et le certi est bon, hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais si on s'y rapproche très très proche avec un microscope ou une loupe, on verrait des petits défauts. Et ces genres de défauts-là, personnellement, je n'admets pas. Mais quand c'est une histoire de délai, il faut que ça passe, il n'y a pas le choix. Tant que c'est pas visible à l'œil humain, on le laisse couler. Est-ce qu'il y a des modes? Tout à l'heure, tu disais, à l'époque, on portait le collier au nombril. Maintenant, on le porte comment? Maintenant, c'est tout à l'envers, donc on le porte le plus serré du cou possible. Ils appellent ça des chokers. Donc, les chaînes longues, ça n'existe plus. Tout s'est rapproché un peu plus haut, un peu plus haut. Et c'est une mode, hein. C'est comme tout, hein. La mode, il y a un cercle de 10 ans, 15 ans et ça revient. Je me rappelle quand j'avais fait la chaîne d'Aftermath de Game, ils portaient ça avec une chaîne qui s'appelait un Miami Cuban. Et après, je sais pas, 2-3 ans après ça, boum, ça a disparu. Et là, ces dernières 2, 3, 4 années, boum, les Miami Cuban sont revenus en folie. Tout le monde porte ça, quoi. C'est incroyable combien de chaînes de Miami Cuban on fabrique. En or jaune, en or rose, en or blanc. Maintenant, ils ont fait en plus des modifications où ils soudent des parties un peu plates et carrées pour que la Miami Cuban chain se voit différente au lieu d'un peu d'arrondi. Beaucoup de nuances au niveau de la Miami Cuban chain, mais court. Ça se porte à ras du cou ou vraiment
juste au-dessus de la poitrine pour les plus longues. Et à un moment donné, tu me disais que la chaîne dite tennis en Europe, c'est-à-dire complètement sertie de diamants, ça devenait la mode. Est-ce que c'est déjà passé? Non, c'est encore là. D'ailleurs, j'ai 2-3 commandes là pour faire un petit bracelet en tennis. Ce qui est important est qu'il y a une grande différence qui s'est passée il y a à peu près 5-6 ans. La chaîne tennis a toujours été un truc de femmes. Ça n'a jamais été une chaîne pour hommes où on porte une chaîne tennis. Et donc, c'est des diamants individuels sertis en 4 grains. Donc, tout ce qu'on voit, c'est du diamant. Mais les hommes ont commencé à mettre ça sur leur cou avec des pendentifs. Et donc, de la chaîne au bracelet, évidemment. Donc, c'est maintenant unisexe. Et très, très populaire. Pareil, ras du cou, bracelet, 1 ou 2 ou 3. Mais c'est devenu unisexe. Et sinon, on dit souvent que les rappeurs, ils aiment quelque chose d'extraordinaire, de très clinquant, de très brillant, etc. Est-ce que tu confirmes? Est-ce qu'on met ça sur tous les bijoux? Je crois par exemple qu'ils prennent même des montres de marque, même en acier, mais il faut les consteller de diamants. Oui et non. Donc ici en Amérique, ils veulent vraiment voir beaucoup que du blanc. Ils veulent voir partout du diamant partout. Du bling bling, du icy, du buzz down, ça c'est tous les mots qu'ils utilisent. Ils disent aussi je veux que mes diamants dansent. Donc en fait, ce qu'ils disent quand ils disent ça, si on met de la lumière dessus, ça doit éblouir les yeux, quoi. Et donc pour ça, c'est vrai que la plupart ont fait du 10 ou 14 carats avec beaucoup de diamants, mais à l'occasion, il y a des gens qui veulent pas dépenser l'argent dans l'or parce que l'or est très très élevé en ce moment, et donc ils font ça sur de l'argent. Donc on met du diamant sur de l'argent. Donc on met du diamant sur de l'argent. Voilà, c'est la solution secondaire pour les gens qui veulent pas dépenser autant d'argent sur l'or. Et qu'on en met sur l'acier? Non, pas du tout. Pas en Amérique. Même sur les montres Rolex ou autres? Sur les montres, oui. Sur les montres, oui, mais pas sur les bijoux chaînes ou choses comme ça. Sur les montres, absolument. Ça, c'est vraiment un truc qui a explosé ici et qui devient de plus en plus difficile parce qu'en fait, les montres, à cause du Covid, la production a beaucoup ralenti. Donc, les montres sont plus chères et plus difficiles à trouver. Mais c'est vrai qu'ils rajoutent des diamants sur les montres en acier, qui est vraiment fou, mais c'est joli, quoi. Ça devient donc du bling-bling à fond. Et est-ce qu'il y a une demande pour les nouveaux matériaux? C'est-à-dire, je pense par exemple au titane, qui est sympa parce que 1, c'est léger, 2, ça peut avoir plein de couleurs de métal, c'est solide. Est-ce que ce genre de bijoux, ça peut marcher? Je pense pas. Et j'ai pas eu une seule fois une demande au niveau de titane. Peu importe les autres métaux, du cobalt, personne n'est rentré dedans et il y a aucune demande au niveau de ça. Et en plus, au fur et à mesure des années, j'ai remarqué beaucoup que les gens qui achètent donc tout ce genre de bling bling, ils sont un petit peu plus éduqués. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Donc ils savent que s'ils ont de l'or, de l'or, il y a de la valeur dessus. Donc, ils préfèrent acheter de l'or pour avoir une valeur. Et ils pensent qu'ils peuvent rattraper leur argent à un moment donné si ils en ont besoin, ce qui est faux d'ailleurs. Mais l'or, c'est toujours primordial et il n'y a pas autre chose. Non. J'ai utilisé du platinium récemment. Et ça, c'est juste parce que moi, j'ai éduqué ce rappeur qui s'appelle IDK. Je l'ai éduqué au niveau de la pièce qu'il voulait faire. Et je lui ai expliqué le platinium en ce moment est très très bas. Et ça vaut le coup de faire une pièce en platinium parce que c'est abordable le prix. Et à un moment donné, le platinium va remonter. Le platinium et le palladium, donc ce sont 2 produits blancs, très très blancs, qui font toujours la guerre entre eux, je dirais, parce que c'est utilisé primordialement dans le monde de l'automobile pour les pots catalytiques. Voilà. Quand le platinium est très élevé, ils utilisent le palladium. Et donc, il y a une bascule entre les 2 métaux tout le temps. Et donc là, en ce moment, le platinium, il est bas et le palladium, il est haut. Et après, ça va donc changer. Et quand ça change, là, lui, il va pouvoir voir la valeur de son platinium augmenter au moins de double.
Et au niveau des pierres, tu disais il faut que ça brille, il faut que ça se reflète dans la lumière. Est-ce qu'on prend que du diamant et du diamant blanc? Oui, la plupart des gens vont utiliser du diamant blanc. Maintenant, tu sais, les diamants, c'est compliqué, hein. Si tu connais bien, tu sais que D, la lettre D, donc c'est le diamant le plus blanc, et ça va jusqu'à Z. Les diamants qu'on utilise dans le marché commun, c'est du G à HI en général, et c'est du VS2 SI1 en général. Mais maintenant, tous les rappeurs, quelqu'un a fait une pièce et leur a dit « Ah, c'est du VVS ». Donc, ils croient tous que le VVS, c'est la meilleure pierre qui existe. Mais le VVS, c'est juste la clarité. On leur dit pas quelle couleur de diamants sont. Et sur les pièces, évidemment, si on met du GH ou de DE, les rappeurs ne savent pas. Ils n'ont pas de connaissance de ça. Mais c'est vrai qu'ils utilisent des pierres blanches principalement. Parce que des fois, quand on regarde sur YouTube, il y en a qui montent toute leur collection. On a l'impression d'être dans le coffre d'Ali Baba. Il y en a partout. Et en fait, ils accumulent, mais malgré ça, ils ont toujours pas appris. Correct. Donc, c'est pas leur faute s'ils apprennent pas. Ils veulent pas apprendre, en fait. Ils sont pas là pour comprendre ce qu'ils ont. Ce sont des acheteurs impulsifs. Donc, ils veulent quelque chose, boum, ils l'achètent. Quand on a des millions et des millions de dollars pour faire ce qu'on veut faire, eh ben, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas trop de gens. Moi, les gens que je traite, j'essaie de les éduquer pour qu'ils comprennent ce qu'ils achètent. Mais la plupart des joailliers aux États-Unis, ils sont là juste argent. Et s'ils viennent dans leur boutique, boum, ils leur font ce qu'ils veulent. Et allez, le plus qu'ils dépensent, entre plus, c'est mieux. Dans ce que tu vends pour eux, il y a les colliers, il y a des bagues. Est-ce qu'il y a des boucles d'oreilles? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont les pièces maîtresses du rap? Les pièces maîtresses du rap, c'est définitivement et primordialement donc les pendentifs avec une chaîne. Donc la plupart en ce moment, donc c'est la Miami Cuban Chain avec un pendentif, que ce soit leur logo ou autre. C'est eux en général qui te disent ce qu'ils veulent. Et c'est à nous de réaliser donc leurs rêves en pendentif. Après ça, je dirais, ce serait donc des bagues. Les bagues peuvent être monstrueuses. Entre plus de diamants, c'est mieux. Ils veulent pas voir de métal. Ils veulent voir que du diamant. Donc c'est du pré-serti au micro. Du micro-serti, je dirais. Et les montres, évidemment, pareil. Les montres blindées de diamants. Ça, ce sont les trois, je dirais, plus importants. Les boucles d'oreilles, oui aussi, mais c'est pas la plus grosse demande. Non. Et alors, on parlait donc de diamant brand, de diamant de serti. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de Louis Vert avec son énorme diamant rose de 22 millions en taille marquise et en plein milieu de son front? Je pense que c'est... mais personnellement, évidemment, j'aime pas du tout. Je dirais presque que c'est ne pas respecter le monde du bijou. Ça, c'est vraiment dire je m'en fous, je mets un diamant sur mon front. Je pense pas que ça donne une belle valeur à un diamant de le mettre sur ton corps comme ça. J'ai fait un petit diamant pour IDK, donc il a mis en haut de sa joue. C'était un diamant rond, mais un petit, c'était du 2,5 mm. Ça va, c'est mignon, mais de là à mettre un diamant de 22 millions, et en plus c'était une marquise. Un marquise, on sait tous qu'il n'y a pas de marché pour le marquise. Personne ne veut de marquise en ce moment. C'était bon pendant les années 90 et 2000, ou début 2000, mais là, personne ne veut cette forme de diamant. Et de là à la mettre sur le front de ta tête, je comprends plus. Le bijou du rap, c'est quand même le grills, le bijou dentaire. Donc il y a celui qui prend toute la bouche, il y a celui qui prend une ou deux dents. Tu en fais beaucoup, toi? Oui, j'en fais énormément. Donc il y a à peu près 15, 18 ans. C'était un truc qui avait commencé dans le milieu de l'Amérique. Je crois que c'était d'ailleurs Johnny Dang, un Asiatique qui est venu aux États-Unis en 96, qui avait commencé avec le grills. Et ça, c'était avec une influence d'un rappeur qui s'appelait Paul Wall.
Ils avaient été partenaires sur ça. Et c'est lui vraiment qui a, je dirais pas lancé, mais qui a vraiment mis ça en valeur pour tout le monde. Et à cette époque-là, donc il y a 15-18 ans, quand on me demandait de faire les grills, je refusais, quoi. Je voulais pas du tout les faire. Je trouvais ça dégueu. Mais il y a à peu près 5-6 ans, cette nouvelle vague de grills qui est rentrée donc dans le marché est non seulement incroyable, mais vraiment plus artistique. C'était pas que un truc bulky qui était gros dans ta bouche. Maintenant, on arrive à faire des trucs super artistiques, plus fins, avec donc du macro pavé au lieu de princesse invisible. Donc c'est plus fin, c'est plus confortable et c'est vraiment plus joli en fait. Même si ce sont les rappeurs primordialement qui ont mis ça sur le marché, c'est vraiment beaucoup de gens qui les mettent. Hein. C'est tout le monde quoi. C'est les joueurs de football américain ou de basketball, les gens normaux. Oui, je fais ça pour des gens, juste des gens normaux comme toi et moi. Hein. Et c'est incroyable. Et ici ça a pris en fureur et on continue d'ailleurs, c'est pas fini. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais même créé une mallette exprès. Voilà, ce que j'étais en train de faire, c'est de franchiser mon monde de grills pour pouvoir, numéro un, aider en ce temps-là de Covid, machin, aider d'autres jeunes à faire de l'argent extra et franchiser pour pouvoir avoir accès à tous les États-Unis. En ce moment, si quelqu'un veut une grills, et moi je suis à Los Angeles et disons je suis à New York, il faut qu'ils aillent donc chez un dentiste pour faire les impressions dentaires, me les envoyer pour que je leur fasse leur grille et continuer comme ça et tout en via mail. Mais si j'ai des franchises un peu partout dans les États-Unis, ils pourront s'en occuper de la même manière. Oui, c'est-à-dire que ta mallette, elle sert à ce que les gens prennent une bonne empreinte. Exactement. Ils ont tout ce qu'il faut dans la mallette pour prendre des empreintes comme il faut. C'est plusieurs produits, c'est tout en fait, tout ce qu'ils ont besoin. Et de la manière dont je les éduque en fait via distance. Donc on fait des zooms, ils m'envoient des photos, des impressions dentaires pour que je confirme qu'elles sont bien faites. Et le reste se fait en mail. Et ça coûte $400. La mallette coûte $400 évidemment. Donc je pense que ça doit être la moins chère des franchises qui existent en ce moment pour quel que soit. Et c'est $400 et avec ça ils sont censés pouvoir faire au moins 6 fois le montant, si pas plus. Ils peuvent faire une 50aine de grilles, bon ça dépend des tailles et tout ça, mais ils peuvent se rapporter jusqu'avec une seule mallette sans rajouter des produits. Ils peuvent largement faire entre 5 et 6, 8 000 $, ça dépend. Et ce que j'avais vu, c'est que tu avais fait déjà des grills plein de diamants. Est-ce qu'il y a aussi une mode? Est-ce que maintenant on fait plus des twinkles, c'est-à-dire juste une dent, ou est-ce qu'on fait tout le dentier? Est-ce qu'on met de l'émail? C'est quoi la mode? Pas vraiment de mode, mais beaucoup de nouvelles techniques en fait, oui. Avec de l'émail. Ils veulent des petits détails un peu plus que ce que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le pineapple cut, le diamond cut, les trucs normaux qui se font depuis des années. Mais maintenant, ils veulent vraiment, et il y a plusieurs d'ailleurs très très bonnes boîtes de grills qui font des détails incroyables. Et là, maintenant, ça devient très très artistique. Ils font des découpes d'images, ils font des découpes de plein de choses. Et ça, c'est vraiment de l'art. C'est du miniature, hein, par contre. Il faut vraiment des outils miniatures pour pouvoir dessiner un petit bonhomme donc sur une grille et ça vient faire en or. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des trucs spéciaux comme ça, mais au niveau du monde urbain, donc du black, c'est toujours plus de diamants, plus ça pète de diamants, plus on est content. Et dans tous les bijoux que tu réalises pour les rappeurs, déjà, tu as réalisé des bijoux pour combien de rappeurs? Waouh, c'est une bonne question. Je suis ici aux États-Unis depuis 27 ans, donc je sais pas si je peux mettre un chiffre exact, mais je dirais une bonne vingtaine. Hein. Rappeurs, hein, on parle de rappeurs. Maintenant, si on parle du monde de célébrités, c'est peut-être un peu plus parce que je fabrique pas que pour les rappeurs. Il y a aussi les joueurs de la NFL et de la NBA. En fait, ce qui se passe ici, les rappeurs veulent être joueurs professionnels de sport et les joueurs professionnels de sport veulent être rappeurs.
Donc, et quand tu regardes les bijoux qui se font entre eux, tu sais même pas qui est quoi. Tu peux mettre 10 blacks ensemble, tu vas mettre 2 rappeurs, 2 joueurs de NBA, 2 joueurs de la NFL, 2 joueurs de je sais pas quoi, et tu vas te dire, je sais pas c'est qui le rappeur. Tu vas peut-être pouvoir savoir que le joueur de la NBA c'est le plus grand, donc oui, mais si tu prends pas des joueurs trop grands, tu sauras pas qui est rappeur, qui est joueur de sport. Tu veux dire qu'ils consomment de la même façon? Exactement, parce que ici les joueurs de la NBA et de la NFL, donc c'est le football américain et le basketball, ils se font tellement d'argent, il y en a qui se font plus que les rappeurs en fait. Donc ils se permettent et ils achètent de la même manière que les rappeurs. Et c'est un monde sans filtre. On parlait des grills, par exemple. Je vois sur ton Instagram qu'ils n'ont pas peur de se montrer en train d'avoir le moule dans la bouche, alors que c'est quand même pas super valorisant. Et ils montrent toutes les étapes. Ils se montrent en train de rentrer en quad dans leur maison. Ils montrent leurs bijoux de suite. C'est très décomplexé. Oui, ici le grills, enfin, pas forcément les grills. En fait, la communauté black aux États-Unis est un peu différente que quelque part ailleurs. Du moment qu'un black ici a de l'argent, peu importe s'il est célèbre ou pas, il veut le dépenser, il veut le montrer. Il veut montrer qu'il a de l'argent. L'une des seules manières qu'ils le font, c'est acheter des bijoux donc blindés de diamants et montrer leur argent. C'est quelque chose que je comprends pas personnellement. Moi, je serais plutôt humble, mais eux, ils sont là pour vraiment montrer. C'est comme montrer un peu son pouvoir. Okay, moi, je suis arrivé, je suis sorti de la zone et regarde, j'ai tout ça d'argent, j'ai tout ça de bijoux. C'est un peu vraiment ça. Et c'est pareil pour les joueurs professionnels de sport. S'ils sont blacks, la plupart, évidemment, ils viennent d'un ghetto ou d'un endroit pas trop fameux. Et maintenant qu'ils sont donc dans la ligue où ils ont de l'argent, c'est pareil. Ils veulent le montrer. Il n'y a pas de complexe du tout, au contraire. Ça cause d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que il y a beaucoup de gens qui les regardent, ils savent où ils se trouvent, et c'est comme ça qu'il y a des vols. Oui, c'est ça, des braquages, des vols. Des vols à main armée, des braquages, voilà. Et ça engendre évidemment des braquages et des morts et des blessures. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a un bijou pour un rappeur que tu aimerais faire? Un rappeur que j'aimerais bien travailler avec, tu dis? En fait, c'est marrant, mais Pharrell, c'est l'une des personnes les plus humbles et les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Notre rencontre a été très très rapide. C'était en 2 jours. En 2 jours, je lui ai ramené quelque chose à son studio, boum, il est parti, et je l'ai jamais revu depuis. Maintenant, est-ce que j'ai accès à le voir? Oui, j'ai des connaissances. Je peux aller dans un studio où il sera lui, et ça se trouve, il me reconnaîtra. Mais je pense que si je pouvais retravailler avec Pharrell, ce serait vraiment top, spécialement après de longues années qu'on n'a pas pu se rencontrer encore une fois. Et je suis sûr que la créativité du bijou qu'on fera ensemble sera extraordinaire parce qu'il est très très artistique cette personne. Il est super. Et si je pouvais retravailler avec Pharrell, mais cette fois-ci en tête à tête, s'asseoir sur un projet, ça me ferait vraiment plaisir. Eh ben, c'est génial. Je te remercie. Oui, pareillement, c'est un plaisir. On montre comme ça que confinement ou pas, au-delà de l'Atlantique, on peut quand même se joindre. On peut se joindre, exactement. Merci à la technologie. J'aime beaucoup, par ailleurs, tous tes podcasts au niveau du bijou. C'est très informatif et très plaisant. Je conseille à tout le monde de les écouter parce que je m'endors avec presque tous les soirs. C'est génial. Et merci de m'avoir invité et à la prochaine. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique. Il était une fois le bijou consacré aux joailliers du rap. Pour le 6e épisode, nous explorerons les codes du luxe réinventés par le hip-hop à travers la marque de luxe Goldaya, créée par T. Ce sera le 12 septembre. Et oui, si loin, parce que je fais une petite pause en août. Une bonne occasion d'écouter ou de réécouter les émissions de mes 3 podcasts. Nous reprendrons notre rythme d'une émission hebdomadaire et dominicale le 5 septembre avec le podcast Le bijou comme un bisou. Et notre prochain rendez-vous avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 19 septembre. Alors, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts.
sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. Belles vacances, bijoutez-vous et profitez.